après une courte introduction, je vais essayer de tordre le cou à une idée que je déteste, une fausse bonne idée, c'est-à-dire l'impression que l'on tombe et que c'est normal parce que on est vieux, alors c'est normal qu'on tombe. Non, vous verrez que les facteurs de risque de chute augmentent avec l'âge, mais quand on tombe, il faut souvent, toujours même, je dirais, se poser la question. Ensuite, moi, je vais essentiellement vous parler de la chute et notamment de la chute accidentelle. Et c'est très important, j'en reparlerai encore au milieu de l'exposé, de bien faire la différence entre une chute que l'on va définir et une syncope avec une sensation de malaise, avec des symptômes avant la chute, peut-être parfois des symptômes après la chute. Donc ici, l'exposé, c'est vraiment la chute et notamment la chute accidentelle, les syncopes nécessitant une prise en charge médicale plus ou moins urgente et elles ne sont évidemment pas à banaliser, mais dans le cadre de cet exposé, je ne vais pas les aborder. Après vous avoir convaincu que ce n'est pas normal de tomber quel que soit son âge, on discutera effectivement des 3 axes de prévention et la partie la plus pratique et dynamique sera illustrée par ma collègue à la suite de mon exposé et effectivement on vous demandera de réserver vos questions pour la fin. Alors, quand on parle des seniors ou des personnes âgées, il faut considérer que c'est il y a une énorme hétérogénéité dans cette population. Il y a beaucoup moins de différences quand vous prenez des patients ou des personnes entre 35 et 55 ans. Elles sont beaucoup plus homogènes les unes par rapport aux autres que quand vous avez un échantillon de personnes entre 65 et 85 ans. Dans l'échantillon des patients de 65 à 85 ans, vous allez avoir des personnes extrêmement mobiles, robustes, dynamiques, qui ont encore énormément de projets et j'espère que vous en faites partie. Et puis vous aurez des patients âgés plus malades, plus fragiles, qui rencontrent régulièrement des problèmes de santé, qui grèvent leur qualité de vie et qui limitent leur autonomie. Et donc, il y a une santé différente effectivement dans cette tranche d'âge et puis il y a également des ressources. Est-ce qu'on a des ressources familiales? Est-ce qu'on a des proches? Est-ce qu'on a une philosophie de vie qui nous aide à faire face aux problèmes ou pas? Et puis, on a des réserves, comme je vous le disais, des réserves physiques, des réserves cognitives et mentales qui sont différentes. Et donc, quand on parle des personnes âgées ou quand on parle des seniors, c'est une population qui est très différente et ça, il faut en tenir compte. Alors, on va aussi parler ici de la chute accidentelle et donc, comment est-ce que l'Organisation mondiale de la santé le définit? De quoi parle-t-on? C'est important de savoir de quoi on parle. Eh bien, c'est le fait de passer de façon non intentionnelle d'un niveau supérieur à un niveau inférieur. Donc, quand on tombe sur une chaise, quand on tombe à la renverse sur un divan, pas parce qu'on n'est pas tombé par terre qu'on n'est pas quand même tombé. On est passé non intentionnellement d'un niveau supérieur à un niveau inférieur. Ce n'est pas dû à un état de santé, ça permet effectivement un état brutal, de modification brutale de votre état de santé, donc ça différencie la chute de la syncope, de la crise d'épilepsie, c'est très important. Et on estime effectivement, on sort la chute accidentelle de la poussée extérieure forte et brutale, c'est-à-dire effectivement si quelqu'un vient vous pousser, c'est vrai que vous êtes tombé, mais on va s'intéresser vraiment à la prévention de cette chute qui est hors extérieure, hors poussée forte et brutale. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle des chutes? Parce qu'elles sont fréquentes et donc on sait que plus on va avancer en âge et plus on va avoir une prévalence, une incidence de la chute qui va augmenter et donc la chute va augmenter en prévalence, donc en fréquence, si vous voulez, au-delà de 65 ans et au-delà de 80 ans, y compris chez des personnes qui vivent à la maison. Elle représente 10% des causes d'admission des urgences chez les plus de 75 ans, donc ce n'est pas négligeable. Les chutes sont également potentiellement graves. C'est la seconde cause accidentelle de décès, donc je parle bien de cause accidentelle de décès des personnes âgées. C'est la troisième
troisième cause d'hospitalisation, notamment dans le service de gériatrie où je travaille, et c'est une source de traumatisme et de fractures très très important, la plus connue étant la fracture du col du fémur, qui est grevée d'une mortalité qui reste très très importante à 1 an. Vous le voyez, 20 à 25% de mortalité à 1 an, et ça, je veux dire, malgré les progrès de la médecine. Alors évidemment, à 1 an, c'est pas les suites opératoires, c'est évidemment la perte d'autonomie et toutes les complications qui vont précipiter le décès de la personne. Et environ 80% des personnes chez qui on a opéré, pas les opérations électives d'une hanche, donc vraiment les fractures de hanche post-traumatiques, pas les remplacements de hanches qui sont prévus, mais donc 80% de ces malades garderont un déficit de mobilité permanent, plus ou moins grave évidemment, mais vivront un moment avant la fracture et un moment après la fracture. Même s'il n'y a pas de fracture, même s'il n'y a pas de lésion, et vous l'avez probablement peut-être déjà ressenti, en tout cas moi je l'ai déjà ressenti, quand on tombe et qu'on est très surpris de cette chute, même quand on ne s'est pas fait mal, eh bien on a dans les conditions similaires de marche ou de chaussage ou d'environnement, repensé à cette chute et faire attention effectivement à ne pas tomber. Alors quand on parle de la peur de tomber, c'est quelque chose de physiologique, c'est normal évidemment ne pas prendre des positions qui sont dangereuses, évidemment regarder s'il y a du verglas, etc. Ça c'est logique. Mais il y a une peur de tomber qui est consciente ou non, qui peut être pathologique après une chute, qui va altérer la qualité de la marche, la qualité de l'équilibre et qui va entraîner la personne à réduire ses mobilités spontanées. Parlons-en, mais n'oublions pas la perte de confiance en soi et évidemment le sentiment de fragilité. Parce que la chute, on en entend beaucoup parler. D'ailleurs, ici, je vais essayer de vous conscientiser sur l'importance de ne pas banaliser une chute, mais je vais essayer aussi de ne pas vous faire peur, parce que même si vous êtes tombé, même si vous devez tomber, il faudra vous relever, il faudra remarcher. Ce sera le point le plus essentiel. Donc, il ne faut pas banaliser, il ne faut pas non plus dramatiser et se replier sur soi et essayer de conserver les activités en augmentant sa sécurité. Et le sentiment de fragilité, il va aussi être une conséquence négative de cette chute. Alors, quels sont les enjeux d'éviter la première chute? Eh bien, on sait que la chute est un des principaux facteurs de risque de chute. Parce que la chute va entraîner la peur de tomber, parce que la chute va entraîner une modification des paramètres de marche, de la qualité de la marche et de l'équilibre, et donc va augmenter ce risque de chute. Et donc, on va augmenter ça dans un cercle vicieux, un cercle pathologique. Donc, en résumé de cette première partie, les chutes sont fréquentes, elles ont des conséquences potentiellement graves. C'est un problème majeur de santé publique parce que les chutes, parce qu'elles touchent énormément de populations, demandent énormément de soins, sont consommatrices de soins, ont un coût qui est très important. Mais surtout, et c'est de ça qui est important, c'est que au niveau de la santé individuelle, une chute est parfois un événement dans lequel on a un avant-chute, un après-chute. Alors, il y a beaucoup d'acteurs, pour essayer de réduire. Alors, on peut compter sur le service de santé publique. Oui, on peut compter sur la région, on peut compter sur la province, on peut compter sur des tas d'acteurs extérieurs, on peut compter sur son médecin traitant, mais c'est surtout important de compter sur vous-même. Et je pense qu'il y a des tas de choses que vous pouvez faire pour réduire votre risque de chute. Et ça, c'est très important. Et donc, je remercie une fois de plus d'avoir l'opportunité d'essayer de vous convaincre. De vous convaincre de quoi? C'est que on ne tombe pas simplement parce qu'on est vieux. Ça, c'est vraiment... il faut tordre le cou à cette idée. Dans la société, il y a beaucoup de stéréotypes. Un stéréotype, c'est une idée préconçue que l'on a sur quelque chose. Il est positif ou il est négatif. Si vous avez une idée préconçue négative, j'avais vraiment pas envie d'aller à cette soirée sur les chutes, mais finalement, c'était plutôt pas mal. C'est un stéréotype négatif sur la soirée des chutes, mais j'espère qu'à la fin, vous serez content de la soirée. Donc, les personnes âgées sont parfois victimes de ces stéréotypes. Des stéréotypes qui sont parfois pavés de bonnes intentions. Je vais l'aider à porter, je vais l'aider à traverser, etc.
parfois certains se sentent infantilisés ou dépossédés, mais les personnes âgées sont aussi parfois porteurs de stéréotypes, c'est-à-dire que vous-même, vous pouvez vous-même vous enfermer à un moment dans cette idée que parce que j'ai tel âge, c'est normal que je tombe. Eh bien, pas du tout. Il ne faut pas confondre l'association entre une observation, c'est-à-dire plus de chutes avec l'âge, et le fait d'avoir une relation directe entre l'âge et l'augmentation des chutes. Je vais passer mon exemple qui n'était pas très très intéressant. Donc, quand on vieillit tous, hein, donc en fait, selon certains organes, on va vieillir très très tôt. Donc pour le cerveau, ça commence dès la vingtaine. Donc on est tous ici vieillissants et chaque jour nous vieillissons, je vieillis, tu vieillis, il vieillit, etc. Quand on vieillit, on va avoir des modifications du fonctionnement de nos cellules, de nos organes, de nos fonctions, et ça c'est normal, c'est le vieillissement physiologique. Ce n'est non pathologique, et alors on n'est pas égaux devant le vieillissement parce que on n'a pas tous le même génome, et donc c'est vrai que vous savez, il y a des familles où on vit jusque 92, 95, 97, et puis il y a des familles où effectivement on rencontre des problèmes de santé plus tôt. Donc il y a une composante génétique très certainement, tant dans le fait de développer certaines maladies que dans le fait de vieillir en bonne santé. Mais il y a aussi tout ce qu'on rencontre dans notre vie, les maladies, les médicaments, les accidents, les séquelles, les traumatismes, les stress, tout ça, ça va évidemment s'accumuler. Ce sont des pathologies dont les effets vont s'accumuler. Et puis il y a l'effet des modes de vie, des habitudes, bonnes ou mauvaises, que l'on va pouvoir conserver. Et puis, il y a l'effet des maladies. L'accumulation des médicaments, on en parlera brièvement, mais les médicaments sont un grand pourvoyeur de chute, certains médicaments. Et donc, ce sera important de pouvoir faire la différence entre une molécule qui a été nécessaire, indiquée, ou efficace peut-être il y a quelque temps, mais qui ne l'est plus maintenant. Et donc, effectivement aussi, parfois l'âge est associé à une réduction des activités et des contacts, et ça c'est aussi un facteur de risque de chute. Donc quand on augmente en âge, on accumule toute une série de facteurs de risque, et ça explique qu'on tombe plus. Pas parce qu'on est plus âgé, parce qu'on a accumulé pour certains plus que d'autres des facteurs de risque. Alors qu'est-ce qu'il faut pour marcher sans tomber? Eh bien évidemment il faut un squelette, ça vous le savez bien, et tout ce système ostéo-articulaire, ostéotendineux, il va aussi présenter un vieillissement physiologique, et il va aussi présenter un élément pathologique. Alors je vous rassure que je ne vais pas vous faire toute une liste comme ça d'éléments pathologiques à chaque fois. C'est vraiment bien pour vous mettre en place que maintenant on essaye vraiment, et ça c'est assez nouveau dans la médecine, de pouvoir faire la différence entre ce vieillissement physiologique que l'on va tous avoir de façon un peu différente et un vieillissement qui est pathologique. Alors au niveau des muscles, on a aussi un vieillissement musculaire physiologique et des vieillissements et des éléments pathologiques qui vont altérer le muscle. On parlera notamment de la sarcopénie, vous en avez peut-être entendu parler dans les jeudis de la santé ou dans d'autres conférences auxquelles vous pouvez avoir eu l'occasion d'assister. La sarcopénie, elle est différenciée comme primaire ou secondaire. La sarcopénie, c'est la perte de masse et de force musculaire qui accompagne l'avancée en âge. Dès la trentaine, on commence à perdre un petit peu de masse musculaire, 0,5 à 1% chaque année. Et puis à la quarantaine, c'est 1 à 2% également chaque année, etc., etc. Et en moyenne, évidemment, ce n'est pas tout le monde et ça dépend du niveau d'activité physique et de votre alimentation. Mais en moyenne, on considère que quelqu'un qui a 80 ans a perdu entre 35 et 40% de sa masse musculaire, mais ce n'est pas irréversible. Et pour les muscles, comme pour le reste, comme pour beaucoup d'autres éléments qui sont cités sur la dia, l'activité physique, ne parlons pas tout le temps de sport, mais parlons au moins d'activité physique. C'est possible à n'importe quel âge. On peut devenir grande marathonienne à 86 ans. On peut devenir bodybuilder, si ça vous tente, messieurs, à 84 ans. Vous y arriverez. Si vous voulez avoir des bras comme Arnold Schwarzenegger, vous y arriverez. La seule chose, c'est qu'il faudra vous entraîner beaucoup plus qu'Arnold quand il avait 30 ans et qu'il faudra tout le temps vous entraîner parce que dès que vous allez vous arrêter de vous entraîner, vous allez être rattrapé par le temps. Mais donc, cette activité physique, elle est bonne pour tout, y compris pour les muscles. Et donc, vous pouvez faire quelque chose pour garder des muscles qui vont vous garder debout.
Ça, c'est important. Alors après, pour tomber, pour remarcher et ne pas tomber, il faut toute une série d'autres systèmes. Un système d'équilibre complexe entre les informations qui viennent des différents membres du corps, notamment les pieds et les jambes. Il faut une oreille interne qui fonctionne bien. Il faut une vision qui fonctionne bien. Il faut un système nerveux qui intègre bien toutes ces informations. Et puis, il faut des organes vitaux qui font vivre ces organes nécessaires à l'équilibre et à la marche. Et donc, tous ces organes, tous ces éléments sont nécessaires pour un bon fonctionnement de vos muscles, de vos squelettes et de votre équilibre. Alors, il y a aussi deux notions sur lesquelles il faut insister, qui se trouvent moins dans les livres de médecine, mais la marche n'est pas monomorphe. Et vous l'avez déjà tous vous-même, vous ne marchez pas tout le temps de la même façon. Vous ne marchez pas de la même façon quand vous arrivez tout élégant à la soirée de Noël, que tout le monde vous regarde arriver. Vous ne marchez pas de la même façon quand vous voulez bien marcher devant le docteur. Et vous ne marchez pas de la même façon si vous défilez et que vous marchez sur une marche militaire. Donc on peut marcher de différentes façons. Il y a une intention dans la marche. La marche n'est pas non plus automatique. Alors on pensait avant, au début du siècle précédent, que cette marche elle était automatique. Pourquoi ? Parce que on avait fait des tas d'expériences sur les chats décortiqués ou sur les bébés. On mettait des bébés debout comme ça et ils avaient un mouvement qui ressemblait à la marche. C'était des réflexes, ça n'avait rien d'une marche normale. La marche, elle n'est pas automatique. Elle demande une attention, elle demande une volonté. Marcher d'un point A à un point B, c'est projeter dans sa tête un trajet, éviter les éléments de l'environnement qui pourraient faire tomber ce qu'on voit, ceux qui arrivent, et donc faire preuve de toute une série de fonctions cognitives qui vont devoir très rapidement aider l'individu à garder son équilibre pour arriver effectivement du point A au point B, quel que soit l'environnement qu'il doit traverser. Alors les chutes, évidemment, je vais vous dire, donc il y a beaucoup de facteurs de chute, il y a beaucoup de causes possibles. Et donc, je ne vais pas tous vous les lister parce que c'est horrible, mais en fait, plus vous aurez, je vous ai présenté tous les acteurs, plus vous aurez des lésions, des problèmes qui concernent ces acteurs et plus vous aurez de difficultés à marcher. Alors, je vous ai parlé de l'effet délétère du vieillissement physiologique. J'aimerais quand même vous dire qu'on évolue quand même un tout petit peu en considérant la santé des personnes âgées et notamment l'OMS a présenté sa représentation du vieillissement en bonne santé. Vraiment, j'adore ça parce que donc moi j'ai fait mes études de médecine de 96 à 2003, c'était 7 ans à l'époque. J'ai même pas eu de cours de gériatrie. J'ai pas eu de cours de gériatrie, ça n'existait pas. Les personnes âgées, on les soignait comme des jeunes adultes. Et tant pis pour eux si ça ne fonctionnait pas. D'accord ? Et puis en 2006-2007, partout dans l'Union européenne, je pense que la définition de la gériatrie, c'est 2009 au niveau de l'Union européenne. Et il y a des pays qui ont été un peu précurseurs, comme la Belgique. Donc en 2007, on a écrit dans la loi, il y a un projet de loi qui a inscrit dans la loi le fait que il fallait de la gériatrie, qu'il fallait des services de gériatrie et ce que l'on faisait dans un service de gériatrie, c'est le programme de soins pour le patient gériatrique. Et on a commencé à donner des cours à l'université, des cours aux médecins en disant « Ah là là là, on ne soigne pas les patients âgés comme les adultes jeunes, on fait autrement. Et pourquoi est-ce qu'on ne les soigne pas de la même façon et comment est-ce qu'on fait pour les soigner correctement ?» Et donc, on avance beaucoup. Et une avancée encore vraiment importante dans l'esprit des soignants, c'est que une personne âgée n'est pas nécessairement malade. Voilà que l'OMS nous parle d'un vieillissement en bonne santé. Voilà, alors ça, c'est possible. C'est quoi les ingrédients du vieillissement en bonne santé ? Alors, vous êtes représentés ici. Donc, la petite brique, c'est nous. Et on évolue dans un environnement. Et qu'est-ce que c'est un vieillissement en bonne santé ? C'est la capacité que vous allez conserver de pouvoir maintenir ou de développer des activités qui vous font du bien. On ne parle pas de votre tension, on ne parle pas de votre cholestérol, on ne parle pas de votre poids. On vous parle d'une activité qui vous fait du bien.
Si marcher, c'est une activité qui vous fait du bien, si aller au bingo le vendredi, ça vous fait du bien, eh bien c'est ça qu'il faut manier. Si vous avez envie de commencer de la peinture sur soi, eh bien c'est très bien. Ça, c'est le vieillissement en bonne santé. Et quels sont les ingrédients du vieillissement en bonne santé? Eh bien, une petite brique qui est composée, effectivement, c'est votre potentiel génétique. On va dire que autour, c'est votre capital santé, je l'ai dit, les maladies, les médicaments, les bonnes habitudes, les mauvaises bonnes habitudes, etc. Et tout autour, donc le contour ici qui est important parce que c'est lui finalement qui vous fait évoluer dans un environnement qui change tout le temps, ce sont vos aptitudes fonctionnelles, vos aptitudes à vous adapter à cet environnement qui change tout le temps et à finalement, malgré l'âge qui passe, continuer à développer des activités qui vous font du bien. Et donc, j'avais envie de rester sur ce côté positif parce que c'est excessivement important et vous montrer à quel point l'esprit des soignants est en train de changer et il était un petit peu temps. Bref, comme je vous le disais, le vieillissement en bonne santé, la génétique expliquerait, parce qu'on fait encore beaucoup d'études sur le domaine, la génétique expliquerait 20 à 30% des variations de l'espérance de vie au sein de notre espèce, évidemment. L'espérance de vie à la naissance, elle est différente d'une espèce à une autre. Et au niveau de l'espèce humaine, la génétique, c'est 20 à 30%. Le reste, c'est vous. Le reste, c'est vous. Alors, c'est vous et un tout petit peu les maladies, c'est vrai. Mais le reste, c'est beaucoup vous. C'est effectivement ne pas retarder un diagnostic, ne pas retarder un traitement, ça c'est le côté médical, mais c'est aussi limiter l'exposition toxique, avoir une alimentation saine, garder une activité physique régulière et bien sûr des sources de plaisir. Le plaisir, c'est très important, c'est un ingrédient dont on ne tient pas assez compte en médecine. Mais si vous devez vous battre le matin pour toute une série de choses et pour faire toute une série de tâches qui sont désagréables, eh bien il faut que ça en vaille la peine, il faut qu'il y ait des sources de plaisir. Voilà. C'est très important, c'est important pour tout le monde. Alors, avec le temps, effectivement, je vous ai dit, il y a des accumulations avec les maladies. Et la difficulté avec la chute, c'est qu'il y a des causes qui sont très évidentes. Voilà, un AVC avec malheureusement donc un accident vasculaire cérébral, avec une faiblesse de l'hémicorps, du corps gauche ou de la moitié droite du corps ou de la moitié gauche du corps. Eh bien, on peut imaginer très facilement que ça va entraîner un risque de chute parce qu'il y a moins de force dans la jambe atteinte. Mais parfois, c'est une accumulation de petites choses. Et là-dessus, vous pouvez jouer pour éviter que ces petits facteurs de risque ne viennent s'accumuler. Il y a des facteurs de risque qui seront modifiables et ça c'est important de pouvoir les déterminer vous-même avec une ergothérapeute, avec une infirmière, avec votre famille. Qu'est-ce que je peux modifier? Et puis il y a des facteurs de risque qui sont pas modifiable mais qu'on peut éviter quand même. Je prends l'exemple de la polyneuropathie qui est liée à la consommation chronique d'alcool. Quand elle est là, elle est là. Vous pouvez rien faire. Vous pouvez manger de la vitamine B tant que vous voulez. Vous avez une polyneuropathie, vous avez une polyneuropathie. Donc, c'est-à-dire que c'est les nerfs des jambes qui sont atteints, qui vont pas du tout donner la bonne information au cerveau. Donc, quand votre jambe est en l'air, il y a le cerveau capte pas du tout la position de votre jambe ou de vos pieds. Vous ne sentez pas bien le sol également. Et donc, ça, une fois que c'est installé, vous ne pouvez rien faire. Par contre, vous avez pu peut-être limiter votre consommation d'alcool avant d'en arriver là. Et puis, il y a beaucoup de situations qui vont aggraver vos risques de chute. Donc, prendre un somnifère, un trottoir glissant, un passant qui est un petit peu distrait et vous ne voyez pas le patient passer, etc. Donc, il y a beaucoup de causes de chute. Et donc, vraiment, même si la société peut faire quelque chose, vous aussi, la société qui organise les soins de santé peut faire quelque chose, vous êtes un acteur essentiel dans la prévention de votre chute. Et il ne faut pas attendre d'avoir 65 ans ou 75 ans pour se tracasser de sa chute, c'est tout ce qu'on fait tout au long de la vie qui va nous permettre de garder un bon vieillissement, donc un bon squelette, de bons tendons, de bons muscles, un bon cœur, de bons poumons et de permettre à notre corps de bien fonctionner. Je ne suis pas trop longue. Jusque-là, ça va? C'est la dernière partie, donc je serai normalement bien dans le temps. C'est bien. Alors, la prévention des chutes, 3 axes d'action. 3 temps. Éviter la première,
éviter la seconde et puis éviter les conséquences. Mais pour éviter la première chose, c'est d'abord vous rappeler tout ce dont on a parlé. N'attendez pas de tomber, c'est vraiment important. Soignez-vous devant toute votre vie. On sait que les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète, etc., ça va effectivement abîmer tous ces acteurs nécessaires pour bien marcher, avoir un bon équilibre. Et donc, bien se soigner, c'est aussi diminuer le risque de chute. Suivez les recettes d'un vieillissement en bonne santé, on en a parlé. Alors, c'est vrai que ça a l'air simple comme ça sur papier, mais ça demande un effort. Ça demande un réel effort tous les jours, de faire attention à son alimentation, de se dire, bah oui, je prends des légumes, je prends ceci, je prends cela, j'essaie de diversifier mes sources de protéines. Ça demande un effort. On est tous bien d'accord. Mais on n'a pas d'autres bonnes recettes. Ça reste la meilleure recette. C'est pour ça qu'il faut avoir du plaisir de vivre. Parce que si c'est pour faire tant d'efforts et puis finalement que ce soit pas intéressant, bah voilà. Donc, d'où la notion de plaisir qui est importante. Je reviens sur mon vieillissement en bonne santé. L'OMS a également développé un autre outil. Dans cette conception du vieillissement en bonne santé, l'OMS a développé un outil. Certains médecins traitants, certains des médecins traitants qui vous soignent connaissent peut-être cet outil. Le but, c'est effectivement de se dire que le vieillissement en bonne santé, il nécessite quelques capacités résiduelles correctes. Une bonne ouïe, une bonne vue, un bon moral, une bonne cognition, j'ai pas envie de dire la mémoire, mais on va dire, parce que c'est beaucoup plus que la mémoire, mais quand je vous disais qu'il fallait être attentif pour marcher, il fallait faire attention à toute une série de choses, eh bien c'est ces fonctions cognitives-là qui sont importantes et effectivement garder une bonne capacité locomotrice. Et donc cet outil, il est très très simple, il s'applique aux plus de 60 ans, c'est un outil qui est gratuit, qui a été traduit en plein de langues, qui se trouve en fait, donc moi je fais pas partie de l'OMS, donc je n'ai aucune action, d'ailleurs il y a pas d'action OMS, mais voilà, je n'ai aucun intérêt financier particulier pour cet outil, mais je pense effectivement que il est intéressant. Il est intéressant pourquoi? Parce qu'au départ quand il a été développé, le but était que les personnes puissent elles-mêmes utiliser cet outil. Dans la version actuelle que l'on a en Belgique, on n'en est pas encore là, mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour tester votre voisin, votre voisine, votre mari, votre frère et tester ces petites ces fonctions qui sont nécessaires, qui sont représentées ici, ces fonctions qui sont nécessaires, l'équilibre, la fonction locomotrice, l'audition, la vision, etc. C'est très simple. J'ai vu pas mal d'entre vous avec des smartphones tout à l'heure. Donc ça existe en version smartphone, ça existe en version PC, Windows, Mac, tout ce que vous voulez. Et donc c'est assez simple. Vous avez une première question très simple qui permet de dépister. Il n'y a pas de problème, on passe à l'étape suivante. Si effectivement il y a un dépistage qui est positif à la première question, eh bien on fait un test. Alors souvent l'étape 1 c'est les personnes qui répondent eux-mêmes et puis l'étape 2 c'est souvent les médecins traitants qui viennent compléter. Mais c'est pas que les médecins traitants, ça peut être une infirmière de communauté, une infirmière de liaison, l'infirmière qui travaille dans la maison médicale qui vous suit. C'est des tests qui sont validés et qui sont très 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 bien connus des soignants qui encadrent des personnes âgées. Tout ça pour vous dire que pour prévenir la première chute, il y a toute une série de choses à faire et puis il faut aussi vérifier que les capacités nécessaires pour marcher fonctionnent bien et c'est le but d'ICOPE, c'est de se dire est-ce qu'il y a une diminution des capacités intrinsèques qui risque d'augmenter le risque du patient. C'est pas le seul but d'ICOPE évidemment, mais c'est vraiment un outil qui peut être très très bien utilisé pour cela. Donc la prévention de la première chute, c'est vous. C'est veiller à une bonne qualité de la marche, à un bon équilibre, donc un suivi hebdomadaire du poids, une bonne alimentation, une activité physique régulière. C'est le fait aussi de pouvoir parler de chute avec votre médecin traitant, d'une peur de chuter que vous avez eue, d'une chute qui vous est arrivée, et de se dire, en fait, jusqu'à 6 mois, je ne tombais pas.
Et maintenant, au moins 1 ou 2 fois par semaine, je tombe. Et donc, voilà, ça m'inquiète, je viens pour ça. Ne banalisez pas une chute, parlez-en avec votre médecin traitant. Et il y a des choses à faire pour améliorer votre marche et votre équilibre. Il y a des revalidations kiné spécifiques. C'est pas des massages du cuisse avec de la crème pour que ça fasse chaud. Hein. Non, c'est du travail, du vrai travail. Mais ça marche très très bien. Il faut aussi revoir les médications. Et ça aussi, vous pouvez le demander à votre médecin traitant. Pas le faire vous-même évidemment parce qu'il y a des médicaments que vous devez conserver, il y a des médicaments qu'on ne peut pas arrêter comme ça parce qu'on a des gros problèmes de sevrage par exemple quand on les arrête, donc il faut toujours se faire encadrer. Mais il y a des tas de choses que vous pouvez en tout cas initier, des démarches que vous pouvez initier et qui vont faire du bien à votre marche et à votre équilibre. Alors veillez à la qualité de votre chaussage. Les slashs, les schlapettes, les chaussures qu'on a depuis en cuir, vous voyez, qui ont crotté, quoi. En fait, il y a eu plein d'épisodes de gonflement de pieds, d'œdème, etc. Elles ont connu 15 ou 20 étés de gonflement de pieds, de trop. Et ces chaussures, elles tiennent plus du tout. Elles tiennent plus à votre pied. Quand vous levez le pied pour monter sur l'escalier, ben votre talon est visible. Il faut enlever tout ça. Un bon chaussage, et ma collègue vous en parlera, c'est au moins un chaussage qui tient au pied, qui tient l'avant du pied, qui tient l'arrière du pied. Après, il est de la couleur que vous voulez, il y a des scratchs, il y a des lacets, il y a ce que vous voulez, mais ça doit tenir au pied. Donc ça, il faut éviter. Les talons élimés, mesdames, il faut aussi éviter. Achetez-vous des nouveaux talons, mais les talons en talonnettes qui glissent sur le côté, c'est vraiment plus possible. Donc pour adapter, il y a aussi le fait d'adapter votre environnement. Comme ici, hein, vous avez vu, on a essayé de mettre des collants pour ceux qui sont au fond de la salle. On a plein de fils ici. Et donc, c'était très comique pour ma collègue et moi de se dire on va parler de la prévention des chutes et on va essayer de ne pas tomber, surtout. Et donc, heureusement, monsieur nous a équipés, est équipé plutôt, et donc a collé tous les fils sur le sol pour diminuer ça. Alors, c'est un peu bateau, évidemment, ça fait sourire, mais cette adaptation de l'environnement, il y a probablement des tas de choses que vous pouvez faire chez vous pour limiter le risque de chute. Et de nouveau, beaucoup de conseils vous seront expliqués par ma collègue, donc je ne m'étends pas sur le sujet. Des pièces éclairées, la vision de loin, de nouveau beaucoup de choses à faire et donc est-ce que je vois bien, est-ce que j'allume le hall de nuit, bah non j'allume pas, j'ai pas envie, bah il y a des solutions, il y a des détecteurs de mouvement, il y a des veilleuses automatiques, il y a toute une série de choses que vous pouvez mettre en place. Et quitte à le mettre en place, j'aurais envie de vous dire, n'attendez pas d'avoir une fracture de hanche et d'être dans les 80% des survivants qui gardent un déficit de mobilité. Faites-le avant de tomber. Ça, c'est vraiment important. Alors, veillez à votre bonne audition. Ça aussi, c'est extrêmement important. On voit beaucoup plus quelqu'un qui fait comme ça ou qui plisse les yeux, parce que je ne sais pas pourquoi. En fait, il y a parfois des gens, quand ils ne comprennent pas, ils plissent un peu les yeux. Bon. Mais ça se voit super fort. Le petit truc transparent qui est derrière votre oreille, je ne le vois pas. Moi, parfois, je commence à examiner les jambes et je fais « Ah, il y a un appareil auditif. Je n'avais pas vu. » Voilà. Donc, ça, c'est primordial. Parce que la voiture qui vient, vous l'entendrez pas. Déjà, les voitures électriques, bonjour. Hein. Mais déjà, la voiture qui vient, vous l'entendrez pas. Le gamin qui vient, vous l'entendrez pas. Le chien qui vient, le chat. Il y a toute une série de dangers qui vont vous arriver dessus que vous n'entendrez pas. Et puis, pendant que vous serez occupé à écouter, à essayer de deviner les mots de quelqu'un qui est de l'autre côté de la pièce et qui vous parle, vous ne ferez pas du tout attention au fil parce que toute votre attention sera concentrée sur le fait d'essayer de deviner les mots. Un appareil auditif, alors on est d'accord, ça coûte des sous. Il faut quand même faire attention parce que vous avez des gens dont c'est le métier de vous vendre des appareils à 7 000 € alors que vous n'en avez pas besoin. Donc franchement, faites attention. Mais définissez vos besoins et si vous rentrez dans les critères de l'INAMI, et c'est toujours le cas, hein, moi j'ai jamais envoyé quelqu'un à faire un test d'audiométrie chez un ORL qui ne lui a pas remboursé ses tests. Mais c'est vrai que ça prend, qu'il n'aura pas remboursé ses appareils. Mais c'est vrai que ça prend du temps et le remboursement il est partiel. 1 600 € pour 2 appareils. Si vous achetez la paire, pas la paire, les deux je veux dire, hein, pas chez la paire, j'ai pas d'action non plus et voilà. Mais si vous achetez les 2 appareils à 7 000 € la paire, bah oui, c'est vrai que ça vous aura quand même coûté une certaine somme. Mais il n'y a peut-être pas nécessairement besoin de mettre ce prix-là.
Donc plein de choses que vous pouvez faire. Après, bah voilà, vous faites plein de choses et puis malheureusement, ça, vous tombez quand même. Ok ? Alors la première chose, c'est de le reconnaître et pas de se dire « Oui, mais non, en fait, je suis pas vraiment tombée, j'étais entre le radiateur et le lit et en fait, non, ma tête a pas tapé. Hein. » Oui, enfin, entre le radiateur et le lit, vous n'étiez quand même pas super vaillant debout sur vos deux jambes. Vous avez quand même eu un coup, vous êtes quand même fait mal, vous êtes surtout quand même fait peur. Donc ça, voilà, c'est important de se dire, ben voilà, c'est pas la fin du monde, je suis tombée, ouf, j'ai rien, mais il faut que j'agisse. Alors, d'abord, on va vérifier, et ça c'est très important, qu'il n'y a pas de syncope ou pas de malaise, que vous vous êtes vraiment bien pris les pieds dans les fils, les pieds dans le tapis, ou que vous n'avez pas vu un objet sur le sol parce que vous n'aviez pas allumé. Donc, on va vérifier que c'est une chute accidentelle. Et puis, on va pas s'affoler. Il faut pas vous affoler, mais il faut agir. Il faut se rendre compte que on va faire pour éviter la seconde chute. Alors, on va revoir toutes les recettes de la première chute. Est-ce qu'on a bien fait tout ce qu'on pouvait faire? Finalement, on a dit qu'on mettait pas les veilleuses, hein. Mais ça fait quand même 2 fois que je tombe en allant faire pipi pendant la nuit. Je vais quand même les mettre, en fait, les veilleuses. Hein. On va quand même le faire. Donc, appliquer les conseils de prévention de la première chute et puis limiter les conséquences qui sont potentiellement, qui vont accompagner la chute. Alors, je suis très, très prudente et vous voyez, je dis pas éviter, même si je suis super optimiste. Je dis limiter. Parce que éviter toutes les conséquences et notamment éviter la fracture de hanche, c'est malheureusement pas encore possible tout le temps. D'accord ? Mais il y a des tas de choses que vous pouvez faire pour limiter. Alors vous allez penser que je radote, mais je vous le répète encore, marchez, bougez, marchez, ayez du plaisir, ayez une activité physique, c'est la première recette. Et surtout, marchez dans des situations qui peuvent vous sembler compliquées. Par exemple, marcher sur un trottoir où les pavés ne sont pas toujours justes, mais c'est plus compliqué, mais ça va faire travailler beaucoup plus votre équilibre. Marcher sur des graviers, pas en talons aiguilles, hein, parce que sinon vous allez abîmer vos talons et vraiment vous allez risquer l'entorse de cheville. Mais allez marcher dans les bois. Donc quand vous tombez, il faut pas le banaliser, il faut voir si vous avez besoin d'une revalidation pour la marche et pour l'équilibre. Il y a des choses très efficaces, très spécifiques qui sont disponibles, qui existent, dont on a mesuré les effets et on sait que ça marche et ça marchera pour vous aussi. Et puis il y a des choses que vous pouvez faire simplement, c'est-à-dire je marche et je vais d'abord marcher un peu avec quelqu'un, peut-être que je vais prendre des bâtons de marche, peut-être que je vais être un peu hésitante au départ, mais je ne vais pas me laisser trop envahir par la peur et en sécurisant ma marche, je vais retourner marcher. Et c'est comme ça que vous améliorerez très très vite et très très bien votre équilibre. Soignez vos os. Je serai bonne, c'est parfait. Soignez vos os tout au long de votre vie. Vous savez que quand on vieillit, les os se fragilisent parce qu'on capte moins bien le calcium et donc tout ce qui fait la rigidité de l'os, en fait, très très résumé, hein, c'est pas qu'on capte moins bien le calcium, mais bon bref, tout ce qui fait la rigidité de l'os diminue. Et puis l'ostéopénie, ça c'est lié simplement à l'avancée en âge, mais vous connaissez bien le mot ostéoporose, qui est vraiment cette fragilisation de la trame de l'os qui va augmenter le risque de fracture. Quand il y a une chute, il y a un impact, mais aussi parfois des fractures qui sont relativement spontanées ou pour des chutes qui ne sont quasiment même pas des chutes. Alors, selon la définition de l'OMS, ce serait une chute, mais vous loupez une toute petite marche, là, ces horribles petites marches qui font même pas 10 cm, là, qu'on ne voit pas, hein, une espèce de seuil de porte, on ne sait pas pourquoi on l'a laissé là, et ça suffit parfois avec un choc sur votre colonne pour créer un tassement, voire une fracture vertébrale. Donc ça, c'est très important et voilà, calcium, vitamine D, une bonne alimentation, une activité physique régulière, c'est tout le temps les mêmes recettes, mais ça marche pour plein de choses, donc il ne faut pas s'en passer. Et donc demander effectivement au médecin traitant de pouvoir dépister l'ostéoporose et de la traiter si nécessaire. Alors, il y a quand même un petit bémol, c'est qu'en Belgique, l'INAMI est assez strict sur les critères de remboursement de l'ostéodensitométrie, donc on ne peut pas en faire autant qu'on
qu'on veut déjà. Et puis, c'est vrai qu'il faut rentrer dans des critères où on a une majoration du risque ou bien avoir une fracture sévère ou une antécédent de fracture sévère dans la famille. Donc, il y a parfois un remboursement de l'examen qui est un petit peu limité, un petit peu limitant, mais en grattant bien dans votre dossier médical, on finit toujours par trouver un moyen de vous amener à cet examen. Discutez l'indication de chaque médicament avec votre médecin traitant. Ne les arrêtez surtout pas vous-même, ne faites pas le tri vous-même, mais discutez de l'indication. Le médicament est nécessaire, on le garde. C'est pas la question, je suis pas anti-médicament. Mais il faut bien reconnaître que les médecins, ils apprennent beaucoup à prescrire, on n'apprend pas encore à déprescrire. Il y a des cours, ça arrive. Ça arrive à l'UCL, ça arrive même à Liège, des cours sur la déprescription de certains médicaments. Pourquoi ? Parce qu'il y a des médicaments qui vont d'abord augmenter votre risque de chute. Donc, c'est bien de diminuer ces médicaments qui augmentent le risque de chute. Comme ça, on évite une seconde chute peut-être. Et puis, il y a des médicaments qui vont augmenter très fortement le risque d'hémorragie si vous tombez, le risque de saignement. Alors, il y a des petits hématomes, certes pas très beaux, mais qui sont un petit peu banaux. Mais enfin, c'est quand même un peu embêtant quand ils se cumulent. C'est jamais très gai. Et puis, il y a les grosses hémorragies, les hémorragies intracrâniennes qui peuvent, quand elles ne sont pas fatales, qui sont délétères sur votre autonomie future. Donc ça, c'est vraiment important de considérer ça. Quand il y a une chute, je vais revoir mon docteur pour revoir chaque médicament. Alors, il faut éviter, une fois que vous êtes tombé, il faut vraiment prendre en compte les mesures pour éviter la station prolongée au sol. Je ne vais pas trop dévoiler. 2 aspects, on apprend à se relever et on met en place un dispositif d'aide. Du plus simple au plus compliqué, il y a plein de choses accessibles. Il y a des choses qui sont plus difficiles pour certaines bourses, mais il y a de toute façon des solutions très simples que vous avez peut-être déjà mis en place et dont ma collègue vous parlera. Donc, en conclusion, très courte, on ne tombe pas parce qu'on est vieux. Vraiment, vraiment, j'espère que je vous ai convaincu. On peut vieillir sans tomber, parce que ça, c'est une autre façon de le dire, mais c'est le cas également. Et pour bien vieillir, il faut se préparer. Le vieillissement en bonne santé, c'est quelque chose qui se mijote, qui se concocte et que l'on savoure pendant longtemps. Et vraiment, je voudrais vous rappeler, vous savez, ces films dont vous êtes le héros ou ces livres dont vous êtes le héros. Vous avez peut-être lu des livres comme ça. Enfin, moi, j'étais très friande de ces livres-là où vous avez un choix. Peut-être que vos petits-enfants lisent encore ça parce que ça revient à la mode. Vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. C'est, si vous voulez, il y a 3 portes. Si vous voulez prendre la porte du milieu, allez à la page 83. Si vous voulez prendre la porte de gauche, allez à la page 49. Et vous faites toutes les possibilités pour essayer de voir. Bon, bref. Eh bien, vous êtes dans le livre et vous êtes le héros. Vous avez vraiment quelque chose à faire pour limiter ce risque de chute. Il est crucial de prévenir la première chute. Il est crucial de prévenir la seconde chute, toujours en agissant et en bougeant. Allez voir votre médecin traitant, revoyez votre environnement, écoutez bien ma collègue et surtout gardez du plaisir de vivre et de bouger. Ça, c'est extrêmement important. Voilà, je cède la parole et puis j'écouterai vos questions et y répondrai, j'espère, j'espère que j'y répondrai, mais je les écouterai de toute façon et les accueillerai avec grand plaisir. Bonsoir tout le monde, vous m'entendez bien aussi, le son est bon là derrière ? Ok, super. Voilà, je suis ravie d'être là ce soir et avec mon équipe, on est heureux de vous présenter cet exposé qui se veut pratico-pratique, en tout cas pour tout le monde. Et c'est un sujet qui nous tient à cœur parce que ça fait partie de notre travail de tous les jours. Pour pouvoir, en tout cas, la clé fondamentale pour pouvoir y faire quelque chose et pour pouvoir être dans un système de prévention, l'acteur principal, entre guillemets, c'est vous, c'est le senior, c'est le patient. Mais pour ça, il faut qu'il soit conscient, qu'il prenne conscience de ses limites, que vous sachiez vos limites et que vous soyez disponible à dialoguer, à exprimer vos besoins. Parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'on les garde à la maison, on ne les exprime pas parce qu'on a peur des conséquences derrière. Et ce qu'on veut aussi, c'est un engagement, ce qui est important en tout cas, c'est d'avoir un engagement par rapport à ça parce qu'on va mettre en place des programmes. Je vais vous donner des indices de structure et de mise en place dans votre environnement, mais s'il n'y a pas d'engagement derrière, forcément, ce que vient de dire ma collègue risque d'arriver plus facilement.
Pour pouvoir aussi être dans la prévention, ça c'est l'affaire de nous tous, l'affaire du médecin, du soignant, comme ma collègue l'a dit, mais aussi de votre aidant proche ou de votre famille, mais vous aussi. Travail d'équipe qui joue un rôle essentiel. Donc ici, pour introduire le sujet, je vous emmène dans une maison, la maison d'un couple de seniors, comme tant d'autres. Et je les remercie de nous avoir ouvert la porte, ainsi que leur fille. On va y rentrer avec bienveillance, il n'y a pas de trucage, c'est simplement voilà, une immersion. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de son, c'est pour que vous soyez concentrés sur la vidéo. Vous pouvez remarquer que c'est plein de petits secrets. Hein. Et il n'y a pas que les tapis. Voilà. Donc, imaginez un instant une personne avec des problèmes de mobilité, essayant de naviguer dans son domicile. Chaque pas peut devenir un obstacle, et en même temps, chaque coin un danger potentiel. Aujourd'hui, je vais vous parler des stratégies et des solutions qu'on peut adapter dans certaines pièces pour pouvoir justement avoir et garder cette autonomie et ce bien-être. Pour pouvoir structurer l'exposé, donc je vais passer sur quelques mesures générales qui vont de toute façon être impliquées dans les différentes visites de pièces que je vous ai sélectionnées aujourd'hui. On reverra quelques systèmes de communication qu'on peut utiliser, un petit zoom sur le chaussage et les vêtements rapidement, quelques aides de marche qui vont pouvoir être utilisées. Les troubles visuels ont été quand même assez bien développés précédemment, mais j'ai voulu vous l'illustrer avec des images pour que vous réalisiez un petit peu ce que voit une personne avec certaines pathologies ophtalmiques. Deux petits mots sur les patients atteints de troubles neurologiques. L'exercice physique, on en a parlé beaucoup. Et alors un petit mot sur les obstacles et les solutions. Dans les mesures générales, j'ai voulu reprendre l'éclairage, qui est quand même capital dans notre domicile. Tout ce qui est revêtement de sol, les mobilités et les transferts qui peuvent être utilisés, la gestion des objets et une petite touche sur nos petits animaux domestiques que nous avons avec nous, qu'ils soient grands ou petits. Voilà. Donc, la première question, c'est est-ce que vous disposez d'un éclairage intérieur et extérieur suffisant ? L'important, c'est d'avoir vraiment une visibilité et surtout la nuit. Donc, on va surtout privilégier des plafonniers ou des lampes de chevet à portée de main. Et, comme on l'a dit tout à l'heure, de bannir ces foutus cordons électriques qui traînent dans l'environnement. La solution qui est d'actualité, en tout cas avec les évolutions technologiques, sont les détecteurs de mouvement et l'allumage automatique dans certaines zones de passage. Par rapport au type d'éclairage à considérer, j'ai voulu vous reprendre un petit peu une définition par rapport à ce qu'on entendait par là. Surtout à considérer, c'est l'éclairage général, qu'on appelle aussi l'éclairage que vous avez dans toutes les pièces de la maison, mais qui est plutôt des luminaires qu'on trouve au plafond et qui diffusent de la lumière plutôt uniforme. On parle aussi d'éclairage d'accentuation pour éclairer les zones critiques. Donc une idée des zones critiques qu'on pourrait avoir dans une maison. Escalier, oui. Couloir, hall de nuit.
cuisine, dans certains endroits et dans certains endroits de la salle de bain. Et alors, on parle aussi d'éclairage de sécurité. Là, c'est plus dans l'escalier où vous avez un éclairage ponctuel sur les différentes marches. Pour vous représenter un petit peu ce qu'on entend par répartition de la lumière, parce que c'est quelque chose qui est quand même capital, quand on investit ou qu'on rénove une pièce, il faut y penser aussi, c'est que vous avez une lumière qui peut être diffuse. Ici, c'est celle qui, justement, va éviter d'avoir des ombres ou de minimiser les reflets. Elle peut être aussi déclinée en un éclairage indirect. Donc c'est ce qu'on a au niveau des plafonniers LED. La lumière se reflète sur le plafond et elle répartit dans votre pièce. Ça limite vraiment les ombres et les éblouissements. Le désavantage de l'éclairage indirect, c'est super joli, c'est beau, mais ça consomme beaucoup. Donc ça, c'est pour vos factures d'électricité. Il faut savoir que par facilité, on ira plus sur quelque chose de diffus. Par contre, l'éclairage direct, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va diriger le halo de lumière sur l'objet ou sur un point bien précis. Et c'est vraiment une ombre bien définie qui va se montrer et qui va être piégeant pour les personnes qui ont des troubles de la vue. Alors, ce à quoi il faut faire attention aussi, c'est à choisir la couleur de votre ampoule. Il faut savoir que dans certaines pièces, donc ici je vais reprendre, vous avez un ton de lumière qui est dans les 3000 Kelvin. Là, c'est des lumières qu'on utilisera plutôt dans le séjour, avec une atmosphère accueillante, mais qui est suffisante pour vivre. Par contre, on montera alors dans les Kelvin en termes de lumière, d'intensité en tout cas, de couleurs, qui sont des couleurs plutôt froides et qui vont permettre d'améliorer la visibilité. Et ça, on va les utiliser vraiment dans la salle de bain, dans la cuisine, la buanderie et les couloirs. Ce type de lumière-là, on l'utilisera plutôt sur les lieux de travail où il faut vraiment être focus parce qu'elle est fatigante à long terme. Alors, par rapport au revêtement de sol, forcément, on l'a dit, il faut supprimer vos tapis, surtout les gros tapis. Et si vous avez des tapis à laquelle vous tenez et que vous ne voulez pas supprimer, il faut absolument les coller au sol avec des bandes collantes pour éviter qu'elles se déplacent ou qu'elles se soulèvent au coin de chaque carpette ou tapis. Les moquettes, surtout les bannir, et surtout celles qui sont super épaisses, elles sont super confortables, mais en termes de mobilité, elles ne sont pas top en tout cas. Au niveau des surfaces, il va falloir penser à mettre des revêtements antidérapants, que ce soit à l'intérieur des douches ou devant l'évier, dans la cuisine aussi. Et une chose à laquelle il faut penser surtout là maintenant, puisqu'on est en hiver, le chauffage, les différences de température entre les pièces, c'est l'humidité. L'humidité, elle va se déposer sur le sol et sans vous en rendre compte, elle risque aussi de vous emmener à glisser et à justement amener votre première ou votre deuxième chute. Une chose que j'ai oublié de souligner ici, on l'a vu dans la vidéo, le pare-feu devant la cheminée. Donc ça aussi, il faut vraiment être vigilant à des endroits où vous avez des revêtements sécuritaires, de bien vérifier qu'elles soient bien plates pour éviter de prendre les pieds dedans. Pour tout ce qui est mobilité et transfert, il faut savoir, est-ce que je sais me mobiliser et me déplacer correctement dans la maison ? Donc pour pouvoir le faire dans les mesures générales, on va un peu sécuriser l'environnement avec des barres d'appui solides pour permettre la circulation. Dans les couloirs, dans la salle de bain, dans les toilettes, ces barres d'appui, on ne les installe pas n'importe comment. Je vous conseille vraiment de faire intervenir un professionnel pour pouvoir les installer. Elles doivent être à bonne distance, mais aussi elles doivent être solides. Elles doivent pouvoir supporter votre poids. Donc, déléguer cette chose à des professionnels qui pourront vraiment vous sécuriser par rapport à l'utilisation. Les sièges de transfert peuvent être utilisés aussi, mais là on est plus dans l'autonomie avec une tierce personne. Donc c'est des systèmes qui vont vous aider à vous relever avec l'aide d'une personne
Et ça, on peut en discuter par rapport à toutes ces aides-là par la suite. Les systèmes de réhausseurs, c'est ce qu'on va installer au niveau des fauteuils, dans les canapés, et vous avez des systèmes de fauteuils électriques qui vont vous aider à vous relever si à un moment donné, ça devient plus difficile. Alors, la gestion des objets. Ici, on est dans une thématique de désencombrement. Edith, 74 ans, elle sort le chien et elle glisse sur une plaque de verglas. Elle est hospitalisée, fracture au niveau de la cheville et de la clavicule. Ses 2 filles l'accompagnent au retour à domicile et on doit aménager son studio qui est rempli. C'est une collectionneuse sentimentale d'objets. C'est une personne qui est dans la génération début des baby-boomers, génération silencieuse où on ne remplace pas, on répare. On garde les objets pour les transmettre. Et donc, cette madame, Edith, elle n'est pas trop d'accord de supprimer ou qu'on bouge ses meubles sentimentaux, ses photos, ses magazines. Et ces 2 filles vont devoir, avec bienveillance, les mettre de côté, en lui promettant de les remettre quand elle saura marcher. On n'a pas tout remis. Voilà, donc le désencombrement, c'est quelque chose qui est vraiment capital, et vous l'avez vu dans la vidéo, c'est vraiment quelque chose à laquelle il va falloir négocier, entrer en négociation avec la personne. Organiser, là c'est plus, ok, on ne sait plus bouger, ou on est dans une période où on a plus difficile, plus de douleur, alors on ira plus vers des contenants où on mettra la télécommande, les mouchoirs, tous les petits objets qu'on a besoin au quotidien, plutôt que de devoir se lever 36 fois ou d'aller le chercher dans l'armoire du dessus, du dessous. Donc ça aussi, il faut y penser. Et alors, pour tout ce qui est objet un peu plus volumineux, il faudrait penser à avoir des supports à roulettes éventuellement pour les déplacer facilement. Et nos amis les animaux, c'est un plaisir de les avoir. Ils suppriment notre solitude. On peut leur transmettre toutes nos émotions. Et en même temps, ils sont facilitateurs de toute l'activité que le professeur Gillin vous a expliqué. Ils nous aident à sortir, à bouger. Mais il y a un petit bémol avec ça, et il faut faire attention. C'est qu'ils aiment bien sauter. Ils aiment bien courir. Et en même temps, ils vous font des petites surprises, des petits besoins, parfois un peu de bave quelque part, en fonction de la taille. Et ils aiment être les premiers. Ils aiment être les premiers à la porte quand on sonne. Ils aiment être les premiers dans l'escalier pour pouvoir justement sortir ou avoir à manger. Et donc, par rapport à ça, moi, le message que je veux vous faire passer, en tout cas, c'est de réfléchir avant d'avoir un animal, à savoir est-ce que j'ai l'autonomie, est-ce que j'ai la possibilité de pouvoir l'éduquer, et en même temps, est-ce que j'ai la force aussi de pouvoir le résister par rapport à son volume, on va dire comme ça. Et il est capital en tout cas pour votre sécurité de pouvoir adapter l'environnement et les mettre éventuellement dans un endroit fermé, dans une cage. Mais attention, il faut leur dire dès qu'ils sont tout petits. Parce que si pendant 10 ans ça a été les rois de la maison et que vous les mettez dans une cage d'1 mètre sur 1 mètre, ils ne vont pas être contents. Donc tout ça c'est de la prévention aussi. Alors là maintenant, une petite visite pièce par pièce et je vous ai sélectionné 4 pièces parce que j'aurais pu faire ça toute la soirée. Les escaliers, la salle de bain avec ses toilettes, rapide passage dans le salon, la chambre, la cuisine, le jardin et ses extérieurs. Alors on va commencer par les escaliers. Les escaliers, ça peut être comme Pierre et Marie-Paul, un couple de 75-76 ans, où leur vie, ça a été les voyages, et leur escalier s'est transformé en salle d'exposition photos et souvenirs. Ils l'ont aménagé avec une belle moquette, assortie au mur,
Mais la subtilité, c'est que pour ne pas dépareiller, pour pouvoir mettre toutes leurs photos et leurs souvenirs, leur rampe, leur barre d'appui, c'est devenu 4 systèmes de petits crochets qu'on accroche au mur avec un beau petit trou de 10 cm et une belle corde qui pend. Alors je vous garantis que s'il y a une glissade ou que vous trébuchez en tout cas là-dedans, le temps de l'attraper, la corde, vous êtes déjà en bas. Donc par rapport à ça, l'adaptation, elle est importante. Elle est importante dans le sens où il faut abandonner tout ça et il faut penser à des barres d'appui vraiment rigides, installées par des professionnels. Et le message que je peux vous faire passer par rapport à ça, si vous restaurez votre escalier, c'est qu'elles doivent être de manière circulaire, en tout cas de 4 cm, pour pouvoir avoir une prise. Et en même temps, elle doit être continue pour pouvoir laisser glisser votre main sans devoir lâcher, ce qui vous garantit au moins une prise continue. Suzanne, elle a 88 ans. Elle a 7 enfants, mais ils habitent à la ville et elle est à la campagne. Elle a une maison avec les toilettes en bas, au rez-de-chaussée, et elle vit là-haut avec une chaise percée. Et tous les matins, elle descend avec son seau pour pouvoir le vider. J'ai rendez-vous avec elle quand on se rencontre à 9h. Elle est toute contente de se préparer. Elle sait bien qu'elle va avoir de la visite, que ça soit moi ou que ça soit son frère. Un jour, j'arrive et je la vois encore en chemise de nuit, pas prête, tout affolée. Et elle me confie que pendant la matinée, il y a eu un dérapage et elle a lâché son seau et elle a eu très très peur de descendre et de glisser. Par la suite, en discutant avec son médecin traitant et avec sa famille, elle a été d'accord parce qu'elle ne voulait surtout pas dormir en bas. Elle a pris la décision, après cet incident, de dormir au rez-de-chaussée. Et donc je dis, là aussi, on va le plus longtemps possible dans un aménagement normal et sécuritaire. Mais à un moment donné, quand ça devient un peu trop stressant et trop dangereux, il faut pouvoir envisager d'aménager le rez-de-chaussée. Elle, ce qu'elle a voulu, c'est un lit, mais surtout pas médicalisé, parce que ça dénotait dans le salon. Donc on a trouvé une alternative en rehaussant les meubles pour pouvoir l'installer correctement. Là aussi, il y a possibilité de pouvoir installer des systèmes de sièges électriques qui peuvent vous monter à l'étage. Avec un autre budget, c'est possible aussi. Ce sont des solutions alternatives, un peu plus onéreuses aussi, mais existantes. Par rapport à la sécurité de l'escalier, 2 points que je voulais souligner, c'est par rapport aux marches. Elles doivent toutes être homogènes, elles doivent toutes être avec une taille identique, mais en même temps, elles doivent avoir un revêtement qui est non glissant. Donc, on y met en règle générale des bandes anti-adhésives sur les pointes des escaliers ici. C'est pas un escalier top parce qu'on n'a pas de fond, hein. Et en même temps, vous avez des bandes ici antidérapantes. Voilà, on peut critiquer aussi l'inclinaison de l'escalier, mais en même temps, le message que je voulais vous faire passer aussi aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'elles soient visibles, vos marches. Donc, essayez d'utiliser de la peinture ou des revêtements mat, pas brillants, parce qu'avec la lumière, ça va réfléchir et vous allez avoir des reflets. Ça aussi, il faut penser. Et en même temps, par rapport à ces marches, vous pouvez installer aussi, c'est ce qu'on appelle des nez de marche qui se collent et qui permettent aussi d'avoir des sécurités par rapport au glissement. Alors, le message aussi à faire passer, c'est que quand vous changez vos lunettes bifocales, prenez le temps à votre organisme de s'habituer avant de commencer à descendre les escaliers comme vous les descendez d'habitude. Même chose, quand vous descendez l'escalier, enlevez vos lunettes de vue parce que vous allez avoir une difficulté de voir les profondeurs et aussi vous risquez de louper la marche. Et aussi, un truc à laquelle il faut faire attention, c'est de ne pas être au téléphone ou papoter avec quelqu'un dans l'escalier en même temps que de faire cet acte qui est quand même un acte à haut risque. Ici, on passe à la salle de bain. Là, les dangers, humidité, eau, savon. Donc là, ça va être les pièges.
C'est ce qui va être déclencheur éventuellement d'un incident de glissade. C'est pour ça qu'on va installer au niveau de la salle de bain des tapis et des revêtements antidérapants, mais en même temps, on va mettre des barres un peu partout pour que vous puissiez vous relever, mais aussi pour que vous puissiez vous tenir si à un moment donné vous avez une perte d'équilibre. Donc on a ici un système de barre d'appui avec un siège ici dans la douche. Maintenant, je vais vous le montrer par la suite, des autres systèmes. Préférez les douches italiennes sans rebord si vous devez refaire la salle de bain. Et en même temps, pensez, si vous avez des difficultés à vous lever, à mettre des réhausseurs pour faciliter le déplacement. Donc ici, étant donné que nous n'avions pas le temps ni les moyens de pouvoir vous montrer un système 3D interactif, nous avons fait appel à notre dessinateur qui nous a concocté la brochure de « Je rentre à la maison », à destination de toutes les personnes qui sont hospitalisées chez nous et qui retournent au domicile. Donc il nous a fait quelques petits croquis avec des barres d'appui qu'on peut mettre si vous avez une baignoire, un tapis antidérapant et aussi un releveur. Ici, il n'est pas sur le dessin, mais si vous avez des difficultés à vous relever d'une baignoire, il y a des sièges adaptés pour éviter de descendre trop bas. Le piège de la baignoire aussi, c'est si vous y mettez un rideau de douche un peu souple en rideau là. Faites attention que ça ne devienne pas une prise à un moment donné pour pouvoir se relever. Et donc, on les proscrit en tout cas et on part plus sur une paroi en verre, que ce soit pour la douche ou pour la baignoire, incassable. Ici, donc là, le siège, on essaiera d'avoir une bonne hauteur. Et au niveau de la douche, le siège antidérapant où vous pouvez vous asseoir sans devoir rester tout le long de votre douche debout. Au niveau des salons, du salon et de la chambre, donc le message c'est toujours tapis, supprimer les seuils, mais surtout de réfléchir à l'achat de vos meubles. Quand vous devez changer la salle à manger ou des meubles de chambre, pensez à prendre des meubles avec des bords arrondis plutôt que pointus. Ça peut être aussi quelque chose d'intéressant à considérer. Les angles à vif sont plus à même de vous faire des blessures si vous avez une chute. Là aussi, relevez le fauteuil, la chaise et le lit. Et surtout, pas de câbles qui traînent dans l'environnement. On pensera à y mettre un éclairage adapté. Et donc là, par rapport à la chambre, je vous invite à trouver une lampe qui est facile à trouver et à allumer quand il fait noir, pour éviter de vous déplacer aussi et de prendre des risques. Un aménagement adapté pour pouvoir utiliser vos aides de marche, que ce soit la canne ou le déambulateur. Dans la cuisine, eh bien, il faut s'organiser. Si vous devez refaire votre cuisine, il faut penser à la triangulation. Qu'est-ce qu'on entend par triangulation? C'est que vous devez avoir un évier, une plaque et un frigo. Triangle, c'est ce qui va vous permettre d'éviter de faire trop de trajets dans votre cuisine, qu'elle soit petite ou grande, mais ça permet de localiser les déplacements sur une zone. La cuisine aussi, elle est à risque par rapport à tout ce qui est sécurité. Donc on va avoir tendance à vous dire, écoutez, si vous avez le gaz, préférez la prochaine fois d'y installer une plaque électrique. La même chose pour tout ce qui est risque d'incendie, on va dédoubler les détecteurs d'incendie et on va vérifier aussi que votre sol est antidérapant. Donc pensez-y si vous devez changer le carrelage. L'éclairage, la même chose, on éclairera vraiment les zones que vous utilisez, les zones de passage.
Si à un moment donné, l'espace est un peu trop grand, pensez aussi à y mettre des chaises avec accoudoirs. C'est ce que j'appelle un peu les pauses pubs que vous allez retrouver aussi dans le jardin. C'est d'avoir des moments dans votre espace de vie où vous pouvez vous asseoir et vous reposer un peu avant de redémarrer. C'est la pause pub. Alors le jardin. Le jardin, s'il vous plaît, conservez-le le plus longtemps possible. Encouragez le jardinage. C'est ce qui va vous faire une activité physique déguisée, mais avec plaisir. Pour ça, on va faire un petit tour de l'environnement et on va regarder un petit peu ce qui est à corriger. Les surfaces inégales et glissantes, éventuellement les obstacles pour des racines d'arbres qui dépassent. On va être plus vigilant par rapport à ça ou on les fera enlever. Et alors, un éclairage suffisant. Pensez si à un moment donné, vous devez reprendre un revêtement par rapport à vos allées ou couleurs de la terrasse, etc. Prenez une couleur mate mais claire. Pourquoi ? Parce que quand vous allez éclairer la nuit, vous allez mieux voir l'espace de circulation dans votre environnement. Pensez aussi à ranger le matériel de jardinage pour que ça ne traîne pas et que vous trébuchiez dessus. Pensez à l'accrocher pour dégager le sol. Et alors, les parterres, en règle générale, on vous dit un peu plus d'1 mètre pour pouvoir circuler avec votre aide de marche si à un moment donné, ça devait être le cas. Et alors, à un moment donné aussi, c'est de se dire, ok, moi j'adore le jardinage, j'adore tailler mes arbres fruitiers. Et à un moment donné, c'est de se dire, bon, je vais peut-être passer la main. Je vais peut-être plus prendre le risque de monter à l'échelle, mais je vais garder du potentiel pour pouvoir retourner la terre de mon potager et cultiver mes tomates. Et c'est le cas de René qui a 88 ans et qui a passé sa vie à faire son jardin, qui avait du plaisir à pouvoir donner ses légumes, ses fruits, de pouvoir faire vraiment cette activité-là au quotidien. Et ça fait 2 ans qu'il me dit oh, j'en peux plus. Et encore au mois de septembre, il m'a dit non, je crois que cette année, je vais arrêter. Mais non. On a trouvé une solution. Le fermier d'à côté va venir labourer son champ. On va tous venir l'aider à justement faire les travaux un peu plus difficiles, mais il va continuer à pouvoir planter ses légumes. Pourquoi ? Parce que pour son anniversaire, on s'est cotisé, on lui a tous payé les graines pour l'année prochaine. Et on espère vraiment qu'il soit enthousiaste, en tout cas, de pouvoir encore pour cette année faire son jardin. En même temps, ça permet de développer la sociabilisation et de garder les contacts avec les voisinages. Les systèmes de communication, rapidement, vous avez la télévigilance qui peut être en bracelet, en collier. Ça se développe énormément avec toutes les startups là, qui trouvent des systèmes assez surprenants où vous avez simplement, comme le disait le professeur Gillin, un dénivelé, on change de niveau et puis la montre, elle détecte quelque chose et elle vous envoie une alerte qui peut être envoyée à votre environnement, à vos proches. Des systèmes de géolocalisation aussi pour toutes les personnes qui ont des troubles cognitifs. On peut les garder au domicile et on a une vue dessus. Et alors là, je vous ai repris une petite photo pixelisée d'une chambre. C'est les systèmes de détecteurs de chute qui sont développés de plus en plus avec aussi l'intelligence artificielle et qui permet d'avoir une intervention rapide des proches ou du personnel ou des secours, mais aussi qui permet d'être discret, non invasif et rassurant pour les personnes. Et donc, elles se sentent en sécurité, elles continuent à vaquer dans leur environnement. Alors, un petit zoom sur le chaussage, on en a déjà un peu parlé. Donc, bien choisir ses chaussures en fonction du pied et de la pointure. Sachez que si vous prenez une taille trop haute, vous avez plus de chances de trébucher qu'une taille un peu trop petite. Maintenant, l'idéal, c'est de prendre la bonne taille. Et pour pouvoir avoir une bonne taille, moi, je vous invite à aller faire le shopping plutôt en fin de journée, fin d'après-midi. Pourquoi ? Parce que votre pied, il aura eu le temps de gonfler. Et donc, vous avez la réalité de la taille et du confort de la chaussure en fin de matinée, en fin d'après-midi en tout cas, à laisser. Par rapport à la sécurité, les semelles antidérapantes, c'est primordial.
pour éviter les glissades, et aussi opter pour des attaches qui soient en scratch, en tout cas à partir d'un certain moment, pour éviter de devoir vous baisser un peu trop et rester trop en position accroupie pour pouvoir refaire les lacets. Alors le confort, vous l'avez en n'ayant pas de gros talons. Et alors là, notre artiste vous a fait une chaussure pantoufle type qui allie confort, sécurité. Pensez aussi qu'il ne faut pas prendre des chaussures avec des semelles trop fines. Parce que bien souvent, on se retrouve, sans le savoir, avec une punaise dans le pied qui vous pique le pied. Ça, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais les punaises qui traînent, ça peut arriver, mais quand ça rentre dans le pied, c'est pas top. Les troubles trophiques par rapport à, là ici on a cité la luxe valgus, mais il y a toutes les pathologies rhumatismales avec les orteils en marteau qui vont vous amener à avoir un équilibre un peu plus perturbé. Il y a alors à ce moment-là la possibilité d'aller chez le podologue et de faire quelque chose qui va vous aider à avoir une stabilité correcte. Les vêtements, ne les prenez pas trop serrés, ni trop amples, trop longs, ni trop courts. Donc là aussi, une petite vigilance par rapport à ça et une facilité d'attache pour éviter que votre pantalon ne glisse ou votre jupe ne glisse et que vous preniez les pieds dedans. Les aides à la marche rapidement, et j'ai vu qu'on en avait un bel exemplaire ici. Déambulateurs, vous en avez des internes. Donc là, c'est facilitateur pour votre déplacement au domicile. Des déambulateurs externes avec frein. Donc quand vous vous asseyez ou quand vous vous levez, pensez à freiner. Et nous avons tout un tas de types de cannes de marche facilitatrices qui sont adaptées en fonction de votre taille, votre poids et votre type de poignet. Ici, je vous ai repris un petit dessin de comment on se positionne et on règle. Parce que, oui, on a le matériel, mais on est aussi acteur de voir si à un moment donné, quelqu'un utilise un déambulateur, une canne ou une béquille et qui est mal réglé. Donc, il faut être attentif à quoi? Il faut être attentif au fait que la hauteur, elle doit arriver plus ou moins à la hanche. Et donc, un gadeau ici, un cadre de marche qui est trop bas, va déclencher une perte d'équilibre puisque la personne va être trop en avant et vous risquez de glisser. Ici, une photo avec une canne mal réglée. Ici, donc le tronc va se pencher. Ça va amener aussi des douleurs, un inconfort, mais en même temps des déséquilibres. Donc, comment trouver, si vous devez prendre un jour une canne, la bonne hauteur? C'est simple, vous allez faire le pingouin, comme on dit, avec la main en parallèle par rapport au sol. Je sais pas, je vais peut-être me mettre là comme ça. Vous le voyez ? Voilà. Donc, la main comme ça par rapport au sol. Et votre canne, en fait, elle doit arriver ici à ce niveau-là, au niveau du poignet. La même chose pour la béquille. La prise, elle doit arriver au niveau du poignet. D'accord ? Alors, ici, je vous ai repris la béquille. Donc là, cette prise-là doit arriver au niveau de votre poignet. Un petit zoom par rapport aux troubles visuels. Donc, l'importance, on l'a dit, c'est le dépistage régulier chez l'ophtalmo. Prenez vos rendez-vous bien à l'avance. Vous savez, il faut énormément de temps avant d'avoir un rendez-vous. Pensez donc aux corrections qui sont très importantes, qui peuvent aller des lunettes, des lentilles à la chirurgie, et aussi adapter votre environnement par rapport à votre éclairage et l'importance des contrastes qui peuvent jouer. Donc ici, je vous ai pris une image de ce que voit quelqu'un qui a une cataracte. Bien trouble. Trouble de la vision, une diminution de sensibilité par rapport à la lumière, les perceptions des obstacles sont atténuées. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a une crainte de bouger, entre guillemets, puisqu'on a une perte de l'équilibre, mais une vision de profondeur qui est altérée. Ici, un trouble visuel par rapport à la DMLA, perte de vision centrale. Donc là, ça va vraiment poser problème pour les personnes qui adorent lire, et aussi une difficulté d'adaptation par rapport au changement de luminosité. Rajouter donc cataracte plus DMLA,
bon courage pour se bouger. Et si vous avez un changement d'environnement, si vous n'avez plus vos repères, bonjour aussi pour reprendre ces repères. Ici, je vous ai repris un trouble visuel qui s'appelle le glaucome avec une perte de vision périphérique. Donc là, elle est progressive. Hein. Donc ça, c'est, je veux dire, un début de maladie, milieu de maladie. Et là, on arrive à vraiment une fin de maladie bien installée. Là, vous perdez la vision périphérique et vous avez des difficultés forcément à monter l'escalier ou à avoir des repères visuels de côté. Là, je l'ai juste cité. Les problèmes visuels aussi qu'on peut rencontrer, c'est un œil qui est bien fixe et puis un autre qui est déviant sur l'intérieur ou sur l'extérieur. Alors à ce moment-là, vous avez une vision 2D au lieu d'avoir une vision 3D. Et puis ça, vous connaissez sans doute les personnes qui ont des troubles myopie, hypermétropie et astigmatisme. On ne sait rien faire sans ses lunettes. Donc moi, j'enlève mes lunettes, je ne sais rien lire de ce qui est sur mon ordinateur. Et la même chose pour les myopes qui ne voient plus rien de loin. Alors, pour tout ce qui est vision nocturne défectueuse, moi je pense que plus on avance en âge, au plus on a des spectres laser qui se manifestent avec des étoiles plein les yeux. Quand on se retrouve dans un environnement bien noir avec plusieurs lumières, c'est ce qui, à un moment donné, apparaît dans notre champ visuel et qui nous déstabilise. C'est pour ça, au début de mon exposé, je vous ai parlé de la lumière diffuse et de la lumière directe. Là aussi, ça a son importance dans l'adaptation et la vue. Par rapport à tout ce qui est impact visuel, donc il faut bien tenir compte que ça a un impact sur vos difficultés à vous déplacer avec aisance, forcément. Si c'est adapté, la mobilité, la stabilité, vous la retrouvez. Les détections des obstacles et compromis, là aussi, on pense aussi aux chats qui se baladent et qu'on n'entend pas et qu'on ne voit pas. Les escaliers qui sont vraiment importants. Le temps de réaction et de flexibilité est réduit forcément. Le temps que l'information passe à votre cerveau et le décodage, il va falloir un certain temps. Et en même temps, tout ça, ça demande de la concentration. Et cette concentration, elle va manger toute cette énergie et ça va être une fatigue de tous les jours. Les patients atteints de troubles neurologiques, juste le message de vous dire, ces patients-là, ok, on va être dans de la prévention classique, mais il va falloir aussi accompagner plus individuellement ces personnes par rapport à des caractéristiques qui se développent plutôt dans le type errance, impulsivité ou une mauvaise estimation du danger. Et aussi, avec leur traitement, là je pense aux maladies d'Alzheimer et de Parkinson, qui vont vraiment être impactants dans leur sécurité. C'est pour ça que cette approche va être dédoublée avec des professionnels. Vous avez des associations pour ces types de maladies qui sont des bons supports et qui permettent aussi aux aidants d'avoir des ressources et des formations dans le cadre de leur prise en charge. L'exercice physique, on en a bien parlé. Moi, je voulais simplement vous redire que il faut rester actif, éviter de rester assis le plus possible, le moins possible, pardon. C'est pour ça qu'on va bientôt se lever d'ailleurs. Et puis, par rapport à ça, c'est des activités douces. On ne va pas vous demander de commencer à faire du judo ou de la boxe, mais vraiment des activités qui soient, comme la marche, la natation, plus sereines. Elles doivent être encadrées par un professionnel, un coach ou un professionnel de santé. C'est pour ça qu'ici, je vais repasser rapidement. Chez nous, au Bois de l'Abbaye, nous avons un programme qui s'appelle le programme Équilibre. Le programme Équilibre, c'est des patients qui viennent pour faire 9 séances de kiné, de prise en charge pendant 1h30 en groupe avec 5-6 personnes. Un gériatre va faire le bilan complet, identifier les besoins et puis les personnes vont venir pendant 9 séances, partager des moments d'exercice physique, des conseils pratiques et aussi un suivi personnalisé.
Pour chaque séance équilibre, il y a une approche donc pédagogique de prévention avec les conseils et les apprentissages qu'on vous a passé toute cette soirée. Ils vont retourner avec un cahier de communication à destination du kiné de domicile pour assurer la continuité des soins, et ils vont avoir des exercices personnalisés en fonction des différents tests qu'ils auront pu passer lors de leur première séance. Les séances de groupe, elles vont être axées sur le renforcement musculaire, les assouplissements, tout ce qui est proprioceptif et alors tout ce qui est travail de coordination. On va leur faire des parcours de marche avec des obstacles à passer et on va travailler aussi leurs réflexes. Tout ce qui est orthostatisme aussi, on en a parlé tout à l'heure, on va leur donner des conseils, les dépister et les traiter, mais aussi on va travailler sur le schéma corporel. Tout ça se fait de manière ludique, légère, et en même temps, on s'est dit que le fait de simplement venir à l'hôpital, c'est déjà un grand sport pour certains, et c'est déjà une bonne activité. Déjà une partie de gagnée. Et la chance qu'on a, Bois de l'Abbaye, si vous connaissez, on a des bois juste à côté. Et donc on a un groupe qui s'appelle Mouveo, qui permet aussi à ces personnes-là d'aller en sécurité avec des professionnels, faire une petite remise en forme dans les bois. Donc, à partir de là, l'approche pédagogique, c'est tous les messages qu'on vous a fait passer ce soir. Je vais vite les passer. Le message à retenir, on travaille le physique pour garder l'équilibre et la force. Au niveau psychologique, renforcement, mais aussi travail sur les syndromes post-chute. Donc, quand vous avez une chute, après, il y a un peu un stress qui s'installe. Et là, nos psychologues travailleront avec vous pour vous rassurer. Et en même temps, vous retissez les liens sociaux qui vont être que positifs. Donc, par rapport aux obstacles et aux solutions, les obstacles, forcément, dans tout ce que je vous ai dit, les aménagements, c'est aussi des ressources pour pouvoir le faire. Et pour pouvoir avoir ces ressources, il faut savoir que vous avez différents niveaux où vous pouvez en tout cas intervenir. Au niveau fédéral, en tout cas, vous avez des aides qui peuvent être octroyées par des crédits d'impôt pour des aménagements et des travaux moyennant un dossier à remplir. Mais vous avez aussi au niveau de la région, par exemple, qui vous met à disposition des primes d'aménagement au logement. Et vous avez aussi le CPAS qui peut être une source d'information, en tout cas le CPAS de votre commune, une source d'information par rapport à tout ce qu'on peut vous aider. Et vous avez aussi des associations d'ergothérapeutes qui peuvent être à disposition pour vous faire des visites. Les mutuelles aussi, c'est intéressant d'aller vers eux pour connaître un petit peu les différentes choses qu'elles peuvent vous proposer. Voilà, et par rapport aux deux choses qui sont encore à tenir en joue, on va dire, c'est le manque d'espace. Oui, on ne va pas transformer votre maison. Maintenant, on va prioriser les modifications essentielles. Pour tout ce qui est manque de connaissances, forcément, c'est pour ça qu'on est là ce soir. C'est les différents messages que l'on peut vous faire passer ou que vous pouvez trouver sur les réseaux, à gauche, à droite, pour pouvoir justement avoir cette anticipation de la prise en charge et la prévention des chutes. En guise de conclusion, les 3 messages que je voulais vous faire passer, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Donc anticipons avec les mesures que l'on vous a fait passer toutes les deux ce soir. Adaptons le domicile, mais en fonction de son âge et de son état de santé. Et soyons vigilants par rapport aux chutes. Et surtout, n'hésitez pas à demander conseil. Parlez-en. Voilà, je vous remercie. Voilà. L'instant que vous attendez tous, la plupart du temps, aussi, c'est notre fameux question-réponse. C'est ça aussi, Jeudi Santé. Merci pour vos 2 exposés qui ont été vraiment fort intéressants. Est-ce que vous auriez une référence de livre pour aider à adapter son domicile en vue d'une vieillesse à venir?
Une idée de livre, je ne saurais pas vous en donner maintenant. Ou ailleurs, d'autres conseils, même sur Voilà, Internet. sur Internet, vous tapez adaptation du domicile et vous allez avoir tout un tas de sociétés ou de démarches qui ont déjà été faites au sein de différents pays par rapport à ces recommandations. Oui, d'accord. Et une chose aussi, j'ai travaillé dans le milieu médical, on oublie parfois un peu la canne. On a un peu peur de la prendre parce que ça vieillit, soi-disant, mais c'est comme une aide importante. Oui, je vous rejoins. Et en prévention, oui, voilà. En même temps, ils sont en train de customiser les cannes. Hein, oui, maintenant. tout à ils les fait. rendent plus modernes. Oui. Mais c'est vraiment important qu'on le sache. Pour votre question sur les livres, justement, Madame Clairvaux vous expliquait, et c'est vraiment très important de savoir que parmi, dans la plupart des mutuelles, il y a des ergothérapeutes qui peuvent se rendre à votre domicile et qui vont effectivement analyser ce qu'on peut faire et ce qui est adapté dans les pièces de vie. Évidemment, si vous n'allez plus à la cave, on ne va pas adapter votre cave. Mais donc ça, c'est très important parce que si vous avez, il y a sûrement des livres comme vous le souhaitez qui existent, mais je pense que vous pourriez vous y perdre en fait. Et ce qu'il faut, c'est une solution qui est adaptée, parce que sinon, vous allez vers beaucoup d'adaptation de votre domicile, ça va coûter pas mal d'argent. Certaines seront très bénéfiques pour vous et d'autres beaucoup moins. Donc ça c'est vraiment important. Cette aide de l'ergothérapeute qui vient chez vous va pouvoir être tout à fait, va cibler vos besoins. En sachant que c'est un passage qui est souvent fourni une fois. Et donc, certaines ergothérapeutes, donc il y a un temps alloué pour ce passage qui comprend souvent le temps de déplacement de l'ergothérapeute à votre domicile. Et donc, si vous avez une petite maison où vous n'allez plus que dans 3 pièces, ça va aller plus vite et elle aura peut-être le temps pour faire un rapport écrit. Si vous avez une grande maison, un jardin, etc., pas mal d'endroits à visiter, elle va être limitée par le temps parce qu'on l'est tous et qu'il faut organiser un agenda. Donc, elle a plusieurs visites. Et donc, c'est vraiment très important, si vous faites cette démarche, de pouvoir être accompagné, de prendre vous-même des notes, mais c'est parfois un peu difficile parce que prendre des notes et en même temps participer à la visite, c'est moins aisé. Faites-vous accompagner par un membre de votre famille, un voisin bienveillant, etc., qui pourra soit de prendre des photos, soit de prendre des notes et essayer de garder un maximum d'informations parce qu'il n'y a pas toujours un rapport écrit qui suit. Bonsoir, merci beaucoup à toutes les deux. Vous m'avez vraiment appris énormément de choses, donc je suis très contente de pouvoir mettre des choses assez rapidement en pratique pour mon grand-père. Donc voilà, déjà merci. Et ma question, en fait, elle est très courte. C'est à partir de quel âge est-ce qu'on peut faire la demande des fameux tests osseux et d'équilibre dont je pense que c'est Madame la professeure qui en parlait au début. Pour l'ostéoporose. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, en fait, il n'y a pas tellement de critères d'âge parce que vous avez des dames qui, pour des raisons de santé assez diverses, vont développer une ostéoporose de façon assez rapide. Dès la quarantaine ou la cinquantaine, il y a toute une série de traitements hormonaux, évidemment, mais d'autres types de traitements pour des maladies plus sévères qui vont fragiliser la masse osseuse, osseuse. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas nécessairement de critères d'âge, mais surtout, maintenant, c'est vrai qu'il y a peut-être un critère à partir de 60 ans, mais comme je dois vous dire que en tant que gériatre, moi je vois souvent des patients de 75 ans ou plus, parfois un tout petit peu moins, mais toujours au-dessus de 60 ans. Et donc, il est possible qu'il y ait un critère de 60 ans, mais il est assez bas. S'il y a un critère d'âge, il est assez bas. Et je ne suis pas sûre qu'il y en ait un. C'est plutôt des critères concernant les antécédents médicaux, les antécédents de fractures évidemment, la prise de certains médicaments, le développement de certaines maladies qui va augmenter le risque évidemment de développer une fracture si on tombe. Voilà.